Alors, Benjamin Moget, trader et professeur maintenant depuis 5 ans. J'ai monté un petit FCP avec des amis et on a voulu faire un FCP où on essaye d'accompagner les gens dans leur méthode d'investissement, où les clients travaillent avec nous les stratégies et on est vraiment dans une collaboration où on va décider ensemble des points d'entrée et des points de sortie. Et en même temps, donc, je donne cours dans plusieurs écoles de commerce et d'ingénieurs. Voilà. Très bien. David? Alors bonjour, moi je m'appelle David Derry, je travaille avec eToro. Et eToro, c'est le plus grand réseau social de trading au monde. Donc en fait l'idée c'est que chaque personne peut venir trader n'importe quel actif, donc que ce soit des actions, des actions, des indices, des ETF ou des crypto-monnaies. Et après, ce qui différencie eToro des autres brokers, c'est qu'on a créé la fonctionnalité de copy trading. Donc que chaque utilisateur qui vient trader via notre réseau social peut se faire copier par les autres utilisateurs du réseau. Et donc on peut voir grâce à eToro toutes les performances, donc on peut voir les statistiques de la personne, comment il a investi son portefeuille, quel est son risque, etc., etc. Très bien, merci David. Et Franck, pour finir. Bonsoir à tous. Donc, moi je me présente, je suis Franck Rougeau, j'ai 20 ans d'expérience sur les marchés, tout type de marché. Je pratique l'analyse technique, l'analyse des volatilités depuis une vingtaine d'années. J'ai été directeur commercial de plusieurs plateformes et brokers. Et aujourd'hui je représente donc TradingView qui est un broker et aussi une plateforme d'analyse et négociation, qui est une plateforme donc américaine qui permet d'analyser le marché et d'anticiper les variations, les sous-jacents que vous traitez. Donc en l'occurrence on vous présentera les évolutions possibles sur le Bitcoin, l'Ethereum également. Très bien, merci Franck. Alors voici le sommaire donc, de cette conférence. Donc rapidement, le Bitcoin, mode d'emploi, ensuite investir dans le Bitcoin, les limites du Bitcoin et l'avenir. Donc on s'interrogera sur les objectifs de cours et puis aussi on abordera d'autres monnaies qui peuvent aussi faire l'objet d'un investissement en ce moment. Alors on va commencer du coup par qu'est-ce que le Bitcoin. Qui veut se lancer sur une définition pour ceux qui ne connaissent pas trop ce qu'est le Bitcoin? Peut-être David, oui. Ouais, alors le Bitcoin. Comme vous voulez. Alors le Bitcoin, vous m'entendez là? Le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? En 2 minutes, parce qu'on va parler pendant des heures. Ouais. Donc le Bitcoin, c'est le premier système de transfert de valeur décentralisé. Décentralisé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une caractéristique très importante, dans le sens où c'est ce qui le différencie des systèmes financiers traditionnels actuels que tout le monde utilise, puisque il est décentralisé. Décentralisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la base de données qui va donc vérifier que telle ou telle personne détient telle ou telle valeur, donc les euros en l'occurrence par exemple, dans le système traditionnel, cette base de données est décentralisée et n'importe qui peut la télécharger sur son ordinateur et devenir un nœud du réseau et de cette manière-là vérifier de manière indépendante la légitimité des transactions qui sont en train de se passer sur le Bitcoin. Dans le système financier traditionnel, vous êtes obligé de passer par un tiers de confiance pour faire cette opération. Un tiers de confiance, ça veut dire que vous devez, lorsque vous voulez envoyer 100 € à votre ami, vous devez demander à votre banque d'envoyer 100 € dans la banque de votre ami. Et donc, vous êtes obligé de passer par cet intermédiaire qui va valider ou non votre transfert de valeur. Sur le Bitcoin, sachant que tout le monde détient toute l'information, vous n'avez pas besoin de tiers de confiance. Donc c'est vraiment du particulier à particulier. Ce qui veut dire que lorsque vous détenez un Bitcoin, personne d'autre ne le détient que vous, à moins que vous passiez par les services comme des entreprises qui les gardent pour vous. Mais vous avez la possibilité de détenir réellement ce Bitcoin. Ce qui veut dire que personne ne peut ensuite geler votre compte, personne ne peut faire de prélèvement sur votre portefeuille Bitcoin sans votre autorisation. Donc on est sur un système qui est quand même un petit peu plus libre que le système actuel. Voilà. Ensuite, une caractéristique du Bitcoin, c'est que c'est du code informatique, ce qui veut dire que c'est un protocole. Donc c'est un protocole qui est disponible à
à la lecture de tout le monde. Vous pouvez aller sur Internet, voir comment fonctionne le Bitcoin. Et donc, c'est un système qui est régi par des lois mathématiques dont tous les utilisateurs s'accordent à agréer. Ensuite, donc le Bitcoin fonctionne sur une technologie sous-jacente qui s'appelle la blockchain. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la blockchain. La blockchain, c'est cette base de données donc, qui est centralisée et partagée entre tous les utilisateurs. David, peut-être, pour compléter, on a projeté d'ailleurs derrière la slide pour expliquer un petit peu. Est-ce que tu peux nous commenter justement cette slide? Ouais, attends, pour rajouter avant deux, trois choses sur le Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée qui permet en fait aussi l'envoi d'argent immédiat. Donc on pourrait comparer un peu à l'email pour le système d'argent. Et en fait, l'avantage c'est que c'est quasi instantané et c'est presque sans frais. Donc là, ça augmente de plus en plus parce que le réseau commence à devenir saturé à cause de la taille des blocs qui sont d'1 méga. Mais sinon, c'est censé être un moyen de paiement pour faire envoyer de l'argent au Venezuela, par exemple, ça va prendre entre 10 et 40 minutes maximum pour faire la transaction. Alors, si je peux ajouter un truc, voilà, donc en fait c'est un système qui est supranational, c'est-à-dire que la notion de pays n'existe pas dans ce système-là. Quand vous faites une transaction Bitcoin, c'est instantané. C'est-à-dire qu'automatiquement, lorsque vous cliquez sur envoyer, la personne, où qu'elle soit dans le monde, on reçoit la transaction, notifiée de la transaction. Donc c'est instantané, et ensuite, bon, un système, on ne peut pas rentrer dans cette technicité-là, mais un système de confirmation, bon, voilà, d'ajout à la blockchain qui fait que votre transaction va être confirmée relativement rapidement. En gros, dès qu'on va envoyer une transaction avec le Bitcoin, ça va s'enregistrer dans la blockchain. Donc chaque transaction va s'enregistrer dans un bloc. Et après, ce bloc va être émis sur le réseau et chaque personne qui a un nœud ouvert sur son ordinateur, donc qui a le protocole Bitcoin Core activé ou qui a des machines combinées, va devoir en fait valider les transactions. En général, c'est 6 confirmations et à bout de 6 confirmations, l'argent est transféré de A à B. Très bien. On va passer à une question qu'on nous pose souvent. Comment on se procure des bitcoins? Alors, vous avez derrière sur la slide les différents moyens. Alors, peut-être Benjamin ou Franck pour expliquer les différents moyens de se procurer des bitcoins? Alors il y a plusieurs moyens. Il y a tout d'abord se créer soi-même un portefeuille virtuel qui est une des méthodes les plus sécurisées parce que vous passez pas par un intermédiaire. Vous pouvez aussi créer ce portefeuille en ligne à travers un courtier Bitcoin. C'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça. Peut-être que David nous en parlera un petit peu plus sur ces courtiers, comment ils fonctionnent. Vous pouvez stocker vos Bitcoins sur des clés USB, voire même, on a vu des cartes bancaires maintenant qui proposent en fait d'avoir des Bitcoins sur cette carte bancaire et de pouvoir payer directement en euros ou en dollars. Alors, en fait, vous avez plusieurs solutions pour acheter et avoir des bitcoins. La première solution, effectivement, c'est de faire confiance à une entreprise. Vous vous inscrivez chez elle, elle vous crée un compte et ensuite bon, vous envoyez de l'argent dessus et vous achetez vos bitcoins avec. En général, c'est eux qui gardent vos crypto-monnaies, donc c'est pas spécialement idéal, dans le sens où si l'entreprise fait faillite, vous n'êtes pas sûr de récupérer vos bitcoins. Si l'entreprise fait faillite, voilà, vous n'êtes pas sûr de récupérer vos bitcoins. De plus, l'entreprise peut aussi décider de geler votre compte, hein, vous êtes chez elle, donc encore une fois, vous n'êtes pas sûr de récupérer vos bitcoins. L'entreprise peut aussi se faire hacker, c'est déjà arrivé dans le passé, donc vous pouvez aussi perdre vos bitcoins. Donc l'idéal, c'est vraiment de passer par des portefeuilles physiques, par des portefeuilles de crypto-monnaies personnelles. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle un Ledger ManOS. Donc c'est un appareil qui a été designé pour sécuriser les crypto-monnaies. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de sécurité. À partir du moment où vos crypto-monnaies sont sécurisées par un Ledger ManOS, vous n'avez aucun moyen de vous faire hacker. Donc l'époque où on disait qu'il était relativement difficile de garder les crypto-monnaies, où il y avait beaucoup de hacks, etc., c'est une époque qui est un peu révolue maintenant, puisque maintenant vous pouvez stocker vos crypto-monnaies, pas seulement du Bitcoin mais d'autres aussi, via ce type d'appareil, sans avoir aucun risque de hack derrière ça. Ensuite, pour repartir sur l'achat de crypto-monnaies,
vous pouvez aussi tout simplement vous créer un compte sur une place de marché. Donc c'est en général l'option la plus économique, puisque c'est ceux qui ont le moins de frais de commission, où vous allez envoyer des euros, trader vos crypto-monnaies sur la place du marché et demander ensuite de les retirer vers vos portefeuilles personnels. Donc ça, c'est la solution idéale. Ensuite, vous avez des brokers ou des compteurs de change comme le nôtre, où vous pouvez le faire de manière plus facile, puisque passer par les places de marché, c'est un peu plus technique, mais ça, c'est les camarades qui... Merci, David. On va peut-être enchaîner un petit peu, parce que là, on prend beaucoup de temps. Juste rapidement, David, si tu veux compléter. Alors après, il faut savoir aussi que sur les échanges, l'avantage, c'est qu'on peut shorter, enfin par exemple sur eToro, on peut shorter les crypto-monnaies ou sur plus 500 pareil, parce qu'en fait, ils proposent du CFD, qui est un contrat dérivé, donc ça permet aussi à des gens qui sont par exemple baissiers ou qui ont un sentiment bearish sur le marché de pouvoir shorter ces cryptos, même si ce n'est pas recommandé, c'est une possibilité grâce au CFD aussi notamment. Très bien. On va passer maintenant sur l'histoire qui est assez récente de ces crypto-monnaies. Peut-être Franck, on ne t'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent, tu peux peut-être nous faire un résumé des grandes dates de l'histoire des crypto-monnaies? C'était moi dans mon noir. Non, c'est bon. Ou David, comme vous voulez. Bon. En gros, les crypto-monnaies, ça existe depuis 2009. Donc le premier bloc de la blockchain, il s'appelle le Genesis Block. Vous pouvez encore le trouver sur Google. Si vous tapez Genesis Block, vous allez pouvoir revoir le premier bloc qui a été créé. Donc la première transaction, ça a été un envoi d'argent entre Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du Bitcoin, ou qui est un groupe de personnes, on ne sait pas encore, même s'il y a certaines personnes qui sont revendiquées l'être. On ne sait pas encore si c'est lui ou pas, enfin c'est en débat dans la communauté. Et au fur et à mesure des années, ça s'est développé. On a atteint la parité, parce qu'au début, le 1 $, avec 1 $, on avait environ 1300 bitcoins sur la première cotation qu'il y a eu. Donc vous auriez été millionnaire avec 1 $, si vous aviez fait la bonne affaire. Et après, ça s'est vraiment développé. Donc il y a eu plusieurs histoires où le Bitcoin a fait les grands titres. Donc il y a eu Silk Road, qui était une plateforme sur le réseau Tor où les gens pouvaient acheter de la drogue. Et donc ça a fermé en 2013. Donc on a commencé à avoir une première médiatisation du Bitcoin. Et après, il y a eu aussi MTGOX qui simplifiait l'achat et la vente de Bitcoin à l'époque, qui s'est fait hacker après, les clients ont perdu l'argent. Et aujourd'hui, on voit plus ça avance, plus les institutionnels et plus les institutions financières s'y intéressent. On peut voir par exemple que le CME a lancé un futur, on en reviendra peut-être un peu plus tard. On peut même voir que certains analystes prévoient que ce sera un marché à plusieurs milliards et que le Bitcoin pourra valoir plusieurs centaines de milliers d'euros. Très bien. On va enchaîner peut-être. Alors David, est-ce que tu veux continuer sur... Alors ça, c'est un slide sur eToro, justement. Nous, on est un broker, donc comme je vous expliquais, on est le plus grand réseau social de trading au monde. Et donc, les gens peuvent venir, on propose 3 formes d'investissement dans les crypto-monnaies. La première, c'est vous venez sur la plateforme et vous tradez vous-même les crypto-monnaies. Donc vous investissez dans le Bitcoin, dans le Dash ou dans l'Ethereum par vous-même, en choisissant un montant et vous y allez. Le deuxième, en fait, vous pouvez, comme je vous expliquais, copier certains traders sur la plateforme. Donc on a certains traders qui réalisent de très bonnes performances avec le trading de crypto-monnaies et qui sont spécialisés et qui suivent en fait au quotidien les actualités, qui regardent et qui vont vraiment en fait gérer votre portefeuille. Et le troisième, c'est un produit qui s'appelle les copy funds. C'est des produits qui ont été créés par eToro, qui sont gérés par le comité d'investissement d'eToro. En fait, c'est des produits pour des investissements long terme. Et c'est des produits qui, c'est un peu comme un fonds d'investissement. Le produit est réparti entre le Dash, entre l'Ethereum, entre le Bitcoin et il est réalloué tous les mois. Voilà, c'est 3 formes qui permettent d'investir dans le Bitcoin. Et ensuite, on a aussi créé des copy funds de marché. Donc, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse en fonction des thématiques. Donc, par exemple, on a pris des thématiques de jeux vidéo, on a pris des thématiques des grandes banques, et on a créé des portefeuilles comme ça qui sont après réalloués et gérés par le comité d'investissement. Très bien. Alors, quelques chiffres sur le Bitcoin. Donc, 13 millions de particuliers qui ont investi sur les Bitcoins aux États-Unis. Une hausse, on va le voir tout de suite, x8 sur l'année, donc depuis janvier 2017. 2% de la population aux USA qui déclare avoir des bitcoins, et c'est 4% des 18-34 ans qui ont des bitcoins. Donc on voit un attrait aussi pour les jeunes. Et 80% par contre des plus de 65 ans
qui ne souhaitent pas y investir. Donc il y a aussi un petit biais en fonction de l'âge. Franck, un commentaire, il y a le graphique derrière toi du coup de l'évolution du Bitcoin depuis 2013. Est-ce que tu peux peut-être nous commenter ce graphique et la hausse qu'a connue le Bitcoin? Donc moi je me suis vraiment intéressé à l'évolution du Bitcoin depuis septembre, hein, donc cette année. Donc cette année on avait un point d'entrée intéressant sur la zone des 3950 $. Alors pourquoi 3950 $? Parce que je travaille d'une part avec l'analyse technique, mais aussi avec l'analyse de volatilité. Donc tous les indicateurs que l'on pourra voir sur le graphique futur, justement, vous présenteront des zones d'élasticité du marché. C'est un peu comme si vous aviez un arc. Hein, vous avez un arc, vous tendez l'arc en armant la flèche, et ensuite le marché est assimilé à une flèche qui va partir très très vite. Donc là, sur le point d'entrée à 3950 $, que l'on reverra sur le prochain slide, on verra donc un point d'entrée intéressant avec un objectif peut-être que je m'étais fixé donc en septembre à 10 000 $ avant la fin de l'année. Et on verra aussi un point sur l'Ethereum où là je pense que le marché va s'envoler complètement. Donc ça sera à la fin de la conférence sur la partie un peu perspective. On pourra effectivement étudier un peu plus les graphiques. Peut-être pour enchaîner, sur les limites du Bitcoin, puisque c'est vrai qu'on a vu cette hausse assez importante depuis son lancement. Est-ce que vous pouvez nous commenter, alors je ne sais pas qui de vous quatre, pourrait nous commenter un peu le cadre légal dans lequel évolue le Bitcoin actuellement? Alors, je peux commencer. En France, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cadre légal. Il y a les banques centrales qui essayent de nous mettre des qualifications un petit peu sur chaque token. Donc chaque token, ça va être chaque différente crypto-monnaie. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à le faire. C'est très compliqué. Et donc en France, si vous êtes particulier, si vous détenez, achetez ou vendez du Bitcoin, il n'y a aucun souci. Il y a plus de problèmes par contre si vous êtes un courtier de crypto-monnaie. Parce que si vous avez des personnes qui font des activités illégales avec ces crypto-monnaies et qui passent par votre plateforme pour en échanger, là vous pouvez aller en prison. Donc voilà un petit peu le cadre. Et il y en a déjà qui ont pris plusieurs années de prison, jusqu'à 20 ans dans l'État de New York, où c'est déjà compliqué d'investir, même si aux États-Unis c'est plus ou moins libre. Voilà, en Europe, on est vraiment dans un cadre qui va être plus simple. Et en Allemagne, le statut du Bitcoin va être de monnaie privée. Au Japon, c'est légal. D'accord. C'est vrai, parce que c'est le seul pays qui a vraiment autorisé et a légalisé le Bitcoin. Donc au Japon, c'est vraiment considéré comme une monnaie. On peut payer avec, on peut tout faire avec le Bitcoin. Alors, évidemment, je pense que ça a été une des étincelles qui a provoqué la courbe qu'on a vue juste avant. C'est qu'à la fin de l'année dernière, le Japon a donc mis un cadre légal pour le Bitcoin. C'est pas le seul, puisqu'il y a l'Australie qui a suivi, puis la Corée du Sud qui a suivi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des pays qui sont des pionniers en termes de technologie. Et donc, c'est un signe extrêmement positif pour les crypto-monnaies, le fait qu'ils aient mis un cadre légal au Bitcoin. Et c'est sûrement aussi, voilà, je pense vraiment que c'est ce qui a mis, c'était l'étincelle pour l'envolée qu'on a vu en 2017. Mais effectivement, voilà, on est encore sur une technologie qui est naissante. Enfin, je pense que si vous demandez à 100 personnes autour de vous combien ont le Bitcoin, très peu vous répondront oui, très peu aussi comprendront ce que c'est. Et ça montre bien que voilà, il va falloir du temps avant que tout le monde s'y mette, que les régulateurs essaient de cadrer peut-être un peu ça. Je ne sais pas trop comment ils vont faire, je leur souhaite bonne chance, mais voilà, donc je pense que tout ça, c'est des choses qui vont se dessiner dans les années qui viennent, et pour l'instant, on n'a pas encore de réponse vraiment concrète à ce sujet-là. Alors, une question qu'on nous pose beaucoup, et qu'on doit sans doute vous poser aussi en tant qu'intervenant et professionnel du secteur, est-ce qu'il y a une bulle autour du Bitcoin? Je vous ai mis derrière vous la déclaration de Tidjane Thiam, qui est directeur général du Crédit Suisse, qui a donc déclaré de ce que nous pouvons identifier à la seule raison aujourd'hui pour acheter ou vendre du Bitcoin et de gagner de l'argent, ce qui est la définition même de l'argent et la définition même d'une bulle. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à cette bulle dont on parle beaucoup dans les médias d'ailleurs en ce moment? Moi, je pense que c'est le début de la hausse. C'est-à-dire que le point d'entrée que j'avais eu en septembre, on pourra le voir tout à l'heure justement, c'est 3 950 $ avec un objectif à 8 000 environ.
Là, j'ai monté l'objectif à 10 000, mais par rapport à l'évolution de la volatilité que l'on voit sur des vues mensuelles, trimestrielles, on n'est qu'au début probable d'une évolution phénoménale du titre. Surtout qu'il n'y a pas encore les institutions privées qui sont rentrées, les institutions financières privées qui sont rentrées dans le Bitcoin. Il y a beaucoup de spécialistes de l'industrie qui pensent que le Bitcoin peut atteindre les 100 000 $. Il y a même certains spécialistes qui disent que du moment qu'on achète du Bitcoin en dessous de 100 000 $, on fait une bonne affaire. Et après, ce qu'il ne faut pas aussi oublier sur le Bitcoin, c'est que la monnaie est subdivisible en Satoshi, qui est la plus petite unité du Bitcoin. Et un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi, donc on a encore de la marge pour avoir des grandes croissances, parce que si le Satoshi commence à se développer de plus en plus, il peut prendre de la valeur. Ensuite, après, ce qu'il faut savoir sur le Bitcoin, c'est qu'il n'a pas qu'une seule valeur, comme on peut voir le chiffre de 8 000 $. C'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir des sortes de subdivisions, on va dire, pour faire très simple, on va en reparler après, des sortes de mises à jour en fait sur le Bitcoin, vous allez toucher comme une sorte de dividende pour vous récompenser d'avoir du Bitcoin jusque-là. Et ces dividendes, ils sont vraiment pas négligeables. Parfois c'est 1 000 $, parfois c'est 300 $. Et c'est vraiment sur cette valeur qu'on va pouvoir capitaliser aussi. Je pense comme Franck aussi, on est au tout début de la hausse, qu'il y a encore beaucoup d'espoir, que les institutionnels manquent un petit peu de ce cadre légal pour investir et qu'ils ont tous envie d'investir dessus parce qu'on voit les rentabilités phénoménales auxquelles ils ne peuvent pas profiter, et qu'un objectif à 100 000, c'est pas un objectif complètement farfelu, et qu'on peut y arriver très prochainement dès qu'il y aura un cadre légal, on l'espère à peu près pour mi-2018. Alors, quand je parle des dividendes, on va en parler plus tard, mais c'est pas exactement ça. En fait, c'est des nouvelles crypto-monnaies qui sont créées à partir d'un certain instant de la blockchain Bitcoin, et donc ceux qui ont du Bitcoin ont automatiquement des unités de cette nouvelle crypto-monnaie. Mais ce n'est pas des dividendes qui proviennent du Bitcoin ou quoi que ce soit. Ensuite, il faut, par rapport au cours actuel du Bitcoin, il faut remettre un peu les choses en contexte et essayer de comprendre dans quoi on investit. On investit dans un nouveau système, dans un nouveau système qui au final s'avère être une excellente réserve de valeur, qui en tout cas à mes yeux a une légitimité à ce sens-là, autant que l'or ou d'autres réserves de valeur plus traditionnelles. Le Bitcoin est une monnaie qui est déflationniste. Déflationniste, ça veut dire que il y a un système d'émission qui est décroissant. C'est-à-dire que tous les 4 ans, vous avez 2 fois moins de Bitcoin qui sont émis toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, par exemple, en moyenne, toutes les 10 minutes, vous avez 12,5 Bitcoin, nouveaux Bitcoins qui sont émis dans le système. Dans 4 ans, ce sera 6,5. 4 ans après, ce sera 3 et quelques. Ensuite, ce sera 1,5, etc., etc. Ce qui fait que vous avez en fait une courbe logarithmique d'émission de nouveaux Bitcoins qui tend vers 21 millions. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Ça, c'est inscrit dans le protocole source et personne n'y changera rien du tout. Donc, quand j'analyse le prix, donc 7 000 €, je me dis que 7 000 € pour avoir un 21 millionième d'un système qui est potentiellement révolutionnaire, je ne trouve pas que ce soit extrêmement cher. Je pense que le Bitcoin est encore largement sous-évalué. Et il y a encore beaucoup d'obstacles, bien sûr, à franchir pour que le Bitcoin devienne mainstream, et notamment les évolutions technologiques, peut-être qu'on en reparler plus tard. Tout à fait. On va justement aborder l'avenir du Bitcoin avec plusieurs points. Déjà, Benjamin, sur le Bitcoin futur, tu souhaitais nous présenter un petit peu cette mise à jour. Alors, on va avoir la bourse de Chicago qui va nous proposer d'ici la fin de l'année, normalement, des futurs sur le Bitcoin. C'est-à-dire que vous allez avoir des produits dérivés qui vous permettent, en gros, d'investir sur le Bitcoin sans le détenir. Donc ça, déjà, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous êtes un petit peu dans le système de spéculation sans pour autant, peut-être, avoir des problèmes légaux si jamais, un jour, le Bitcoin, on dit bah non, c'est pas bien du tout et tous ceux qui en ont fait auront des problèmes. Donc là, ça vous permet d'investir dessus sans en détenir. Après, les limites qu'il va y avoir par rapport au futur Bitcoin, c'est qu'on peut faire autant de trades qu'on veut à la seconde, alors que sur le Bitcoin, on va être sur 7 échanges par seconde, c'est ça? Ouais, 5 transactions par seconde. Et donc du coup, si vous bloquez le marché du Bitcoin réel
en faisant 5 transactions par seconde. Si par exemple vous êtes une banque qui fait du high frequency trading, vous allez pouvoir bloquer toutes les 5 secondes le Bitcoin, bloquer son cours, et de l'autre côté, massacrer le futur. Et donc vous allez avoir un décalage en fait entre ces deux valeurs. Et pour moi, si le Bitcoin ne fait pas de mise à jour pour avoir beaucoup plus de trades à la seconde, c'est ce qui va se passer, ils vont massacrer la valeur et ce sera la fin d'un beau projet. Donc je trouve que c'est très bien d'avoir le Bitcoin en futur, ça va permettre de développer le système, de créer des produits dérivés dessus afin de pouvoir se couvrir. Mais il faut faire attention quand même à ne pas aller trop vite dessus. Franck, ton avis peut-être sur cette mise à jour? Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, de façon à aider justement les produits achetés et vendus qui se font par les futurs, justement. Au moins, tout sera réglementé. David? Juste, je sais pas une question, mais il me semble que déjà, sur les places de marché actuelles, type Kraken, Bittrex, quand les gens tradent, ils peuvent trader la seconde. Il n'y a pas cette limitation de 5 transactions la seconde, puisque c'est seulement lorsqu'on demande de retirer les fonds vers ses portefeuilles personnels qu'il y a une transaction de crypto-monnaie qui est faite. Donc, tant que c'est sur la place de marché et qu'on trade, je ne pense pas qu'il y ait cette limitation. Si une banque justement se met à faire des vrais échanges et à les retirer de leur portefeuille, là ils vont pouvoir bloquer le marché. Mais on reviendra sur quelques améliorations. Donc, voilà. Juste après, justement, puisqu'on va enchaîner avec l'échec du Segwit. Peut-être, Benjamin, tu souhaites peut-être introduire un peu cet élan qui a été un peu stoppé. Alors, Segwit, c'est une mise à jour sur Bitcoin qui permettait d'augmenter en fait la taille des blocs, ce qui permettait en gros de faire beaucoup plus d'échanges par minute, pour faire très simple. Et c'était une mise à jour qui était très attendue il y a une quinzaine de jours, et où il n'y a pas eu un consensus, et du coup la monnaie a pris, c'est là où on a pris moins 30% en une nuit. Ça s'est pas fait tout de suite, c'est ça qui était très intéressant, c'est que c'était pas comme sur une valeur boursière où dès qu'on a une annonce qui est très mauvaise, on va direct massacrer le marché. Là, j'ai pu voir, ça s'est fait tout en douceur, pourcent par pourcent. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce marché et qu'il n'est pas encore au même niveau que certains marchés de trading. Donc il y a beaucoup d'arbitrage à faire et on peut beaucoup profiter des news sur ce marché. Après, je pense que dans les détails techniques, c'est plus David qui va pouvoir nous en parler. Alors, une petite correction. Je vais reprendre un peu l'historique rapidement. Ça fait à peu près 2 ans que dans le Bitcoin, il y a un gros débat dans la communauté sur comment est-ce qu'on va augmenter la capacité du réseau Bitcoin. Et là, il y avait plusieurs solutions. La solution la plus logique qui vient tout de suite à l'esprit, c'est on augmente la taille des blocs. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la blockchain elle est organisée par blocs. Ces blocs, ils font 1 méga sur Bitcoin. 1 méga, ça veut dire qu'on peut mettre 1 méga de transaction toutes les 10 minutes sur la blockchain Bitcoin. Donc c'est une limitation qui est assez forte. Et avec l'adoption massive du Bitcoin en ce moment, ça fait que les frais de transaction augmentent pour les utilisateurs, puisqu'ils sont prêts à payer plus cher pour que leurs transactions passent en priorité sur le réseau Bitcoin. Donc on augmente la taille des blocs, on fait des blocs de 2 mégas, de 3 mégas, de 5 mégas, de 8 mégas de Bitcoin Cash. Et du coup ça résout le problème, on va pouvoir mettre 8 fois plus de transactions. Le problème c'est que ça c'est une solution très court-termiste. Ce qui veut dire qu'on augmente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le réseau a fait x8, alors on est bloqué exactement avec le même problème. En plus de ça, ça centralise le Bitcoin, dans le sens où la blockchain est plus lourde, donc les particuliers ne peuvent pas stocker le Bitcoin sur leur ordinateur personnel, et donc ça rend le Bitcoin plus faible, puisqu'il va être stocké sur des points d'attaque, enfin sur des points qui vont être plus facilement ciblés par les hackers. Donc c'est une mauvaise solution. Voilà, donc ça c'est le Bitcoin Cash. Une autre partie de la communauté s'est dit, pour améliorer la capacité du réseau Bitcoin, il faut réfléchir différemment. Et donc, Segwit est arrivé. Segwit, c'est un changement architecturel dans la façon dont sont stockées les transactions sur la blockchain. Segwit est passé. Donc, Segwit est une amélioration du protocole qui a été inclus à Bitcoin en août. Mais du coup, ça a été un peu compliqué dans le sens où la partie de la communauté qui supportait l'idée de Segwit a été confrontée à l'autre partie de la communauté qui ne voulait pas de Segwit, qui voulait juste des blocs plus gros.
Et donc le consensus qu'ils ont trouvé à l'époque, c'était, bon, on implémente Segwit en août, et ensuite, au mois de novembre, on augmente la taille des blocs par 2, d'où Segwit 2x. Donc en fait, la partie Segwit est bien passée, elle est bien implémentée, elle est très fonctionnelle. La partie qui n'est pas passée au 16 novembre, c'est simplement l'augmentation de la taille des blocs par 2, pour les mêmes raisons que j'ai citées à l'instant. Donc en fait, pour le Bitcoin, enfin, de mon point de vue personnel, c'est une chose extrêmement positive que Segwit 2x ne soit pas passé, puisque ça divisait beaucoup trop la communauté et que du coup ça donnait de l'incertitude sur l'évolution future du Bitcoin, et ça allait certainement provoquer ce qu'on appelle un split, c'est-à-dire que deux parties de la communauté ne sont pas d'accord, et du coup on split le Bitcoin, et il existe deux Bitcoins différents, un Bitcoin 2x et un Bitcoin normal, les deux avec Segwit pour le coup. Segwit c'est extrêmement intéressant dans le sens où ça permet, disons qu'une transaction Bitcoin pèse 4 fois moins lourd lorsque c'est une transaction Segwit qu'une transaction non Segwit. Ce qui veut dire que dans un seul bloc de 1 méga, vous pouvez mettre 4 fois plus de transactions grâce à Segwit. En plus de ça, Segwit va permettre d'implémenter des nouvelles technologies sur le Bitcoin qui sont en cours d'élaboration. Et par exemple, je vais vous donner un exemple, ce serait le Lightning Network. Il y a une startup française qui travaille à son élaboration, qui va permettre par exemple de créer des canaux entre deux utilisateurs. Un canal qui va être ouvert, qui va avoir une certaine valeur en termes de Bitcoin, et les transactions entre ces deux utilisateurs vont être extrêmement rapides. Il y aura très peu de frais de transaction, et l'information sur la blockchain sera intégrée à partir du moment où ce canal sera fermé. Donc c'est extrêmement intéressant dans le sens où justement des grosses institutions qui font beaucoup de transferts, beaucoup de transactions sur Bitcoin pour ouvrir un canal Lightning Network, aux autres utilisateurs en particulier qui souhaitent utiliser le Bitcoin de manière quotidienne, vont bénéficier de frais de transaction beaucoup moins élevés. Merci. Segwit 2x, c'est une très bonne chose que ça ne soit pas passé. Alors, on pourra en parler des heures, mais malheureusement on a le temps qui commence à nous presser un petit peu. On a 6-7 minutes pour parler vraiment maintenant investissement. Franck, je vais te donner la parole du coup. 3 graphiques derrière nous, est-ce que tu peux déjà nous les expliquer et nous dire les perspectives par rapport au Bitcoin? Alors je vais expliquer l'approche assez succinctement, parce que je donne des cours au trading de l'SSK également. Alors là, vous avez en fait plusieurs graphiques. Le graphique de droite est un graphique qui représente l'évolution en journalier donc, du Bitcoin. Celui du milieu est une représentation de l'évolution en hebdomadaire. Et celui de gauche représente donc l'évolution du Bitcoin en vue mensuelle. C'est-à-dire que chaque bâtonnet représente une période. Donc à droite, un bâtonnet, donc un bar chart, va représenter un jour. Au milieu, c'est une semaine. À gauche, c'est un mois. Donc il y a un petit message à droite que vous voyez en vert qui faisait un petit rappel de la prise de position depuis 3 950 $. Et je disais donc qu'au-dessus des 7 600 $, il y avait une ouverture de la volatilité. Les bandes que vous voyez sur chaque graphique représentent en fait des bandes de Bollinger, donc c'est un écart type qui est calculé par rapport au prix représenté, et plus les bandes s'écartent, plus la volatilité est présente sur le sous-jacent. Donc si vous avez des bandes qui s'écartent sur les différentes vues, c'est qu'il y a un mouvement de volatilité intéressant sur le sous-jacent, et étant donné que le graphique de gauche représente une évolution phénoménale, vous la voyez tous, vous avez un genre entonnoir que l'on voit bien, donc, qui est en forte croissance sur le graphique de gauche. Donc ça signifie vraiment une forte volatilité haussière sur un mouvement long terme. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on est vraiment au début d'une forte croissance sur le Bitcoin. C'est la raison pour laquelle j'avais évoqué, donc début novembre, probablement 10 000 $ avant la fin de l'année. Et nous pourrons voir que sur les indicateurs ci-dessous, donc en dessous de chaque graphique, vous avez les indicateurs. Donc il y a 3 zones d'indicateurs qui représentent également des calculs faits sur la volatilité sur les différentes périodes, jours, semaines, mensuelles. Donc plus on arrive à synthétiser l'évolution des différents mouvements de vote sur les différentes vues et à les lier, plus on peut faire une projection long terme, moyen terme ou court terme du Bitcoin. Donc le fait qu'il y ait des futurs que l'on pourra prochainement traîner sur le CME
pour moi, ce sera quelque chose d'exceptionnel parce qu'on pourra prendre des positions sur les différentes unités de temps pour faire du day trading ou de l'investissement plus ou moins long terme. Donc, concernant ces graphiques, moi je reste toujours positif sur l'évolution du Bitcoin. À la fin, on verra aussi un graphique sur l'Ethereum, justement, qui présente exactement les mêmes points, les mêmes similitudes au niveau du graphique, justement, que le précédent. C'est-à-dire qu'au niveau de la volatilité, on a exactement les mêmes caractéristiques que le Bitcoin au mois de septembre. Donc, aujourd'hui, on peut constater que l'Ethereum, aujourd'hui, prend environ 11%. On est environ à 400 $ sur l'Ethereum. Pour moi, en ce qui concerne la vol, je pense que c'est un sous-jacent qui peut grimper entre 600 et 800 $ dans les prochains mois. David, peut-être, Bitoro? Ouais, après l'avantage de l'Ethereum, c'est aussi pour participer dans les ICO, les ICO, les Initial Coin Offering, qui sont en fait une nouvelle émission. On émet un token en échange d'Ethereum ou de Bitcoin. Et donc ça permet à des entrepreneurs de lever des fonds de cette manière. Et donc c'est aussi pour ça que l'Ethereum a tant de valeur en ce moment. Et il est passé de 15 € en début d'année à plus de 400 $. Parce qu'il y a de plus en plus de projets en fait, qui se développent grâce à l'Ethereum. Donc que ce soit sur la plateforme Ethereum, et après aussi bien pour lever des fonds, ils lèvent des fonds en Ether, qui est la monnaie d'Ethereum. Et donc ça augmente le cours à chaque fois que des gens veulent acheter pour participer à ces ICO. Benjamin? Alors je pense que l'Ethereum est très très bien d'un point de vue fondamental. Après, techniquement, le marché est encore un peu jeune, je pense, avant de pouvoir connaître des perspectives d'évolution comme connaît le Bitcoin en ce moment. Pour moi, c'est un marché qui doit faire un petit peu plus ses preuves, où ça manque encore un peu de volume avant de pouvoir investir des grosses sommes. Un petit peu de liquidité aussi, parce que je vais toujours chercher à travailler des produits très liquides comme de l'Eurostox ou de l'SP500, et sur l'Ethereum ça ne va pas encore convenir. Après, d'un point de vue fondamental, c'est très intéressant parce qu'on peut se baser sur l'Ethereum pour créer d'autres crypto-monnaies, et c'est peut-être là où aussi vous pouvez chercher sur des crypto-monnaies un petit peu moins connues, qui ont quelques millions de capitalisation, qui valent quelques centimes, mais qui demain peuvent valoir 100, 200 €, et vous faites des fois 1000, fois 10 000, ça peut être très intéressant avec des petits montants de 100, 1000 €. Puis à la différence du Bitcoin, d'Ethereum, on connaît les équipes, donc on connaît les personnes qui l'ont créé, on connaît les équipes de développeurs qui travaillent autour, et c'est pas anonyme, donc il y a vraiment une équipe, il y a vraiment des gens qui travaillent dessus, et donc il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent du jour au lendemain à s'arrêter à travailler sur leur projet, quoi. David, en quelques phrases, il nous reste à peu près 1 minute 30. Donc l'Ethereum, qu'est-ce que c'est? L'Ethereum, c'est une technologie qui est basée sur la technologie blockchain aussi. Pour faire un rapide, vu que j'ai pas beaucoup de temps, ça peut être un peu imaginé comme un ordinateur mondial. C'est-à-dire, il y a un possibilité d'ailleurs, comparé, enfin, on appelle aussi l'Internet 3.0, certaines personnes, tout simplement puisque c'est une plateforme pour créer des applications décentralisées. Comment ça fonctionne? Sur le Bitcoin, vous n'avez que des adresses d'utilisateurs qui s'échangent de la valeur. Sur l'Ether, vous avez ça aussi, donc vous échangez des Ethers entre deux utilisateurs, mais en plus vous avez la notion de smart contract qui arrive. Smart contract, c'est des contrats intelligents. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du code en fait, qu'on va pouvoir intégrer à la plateforme Ethereum. Ce code, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une transaction conditionnelle. Par exemple, il y a un employeur qui dit voilà, si mon employé a fait telle ou telle tâche, tous les 3 du mois, bon, bah, je lui envoie 2 Ethers. Par exemple, c'est inclus sur la blockchain, ça se fera quoi qu'il arrive. C'est un exemple très basique. Vous pouvez créer des applications entières, vous pouvez créer des sites web sur la plateforme Ethereum et qui vont donc ensuite bénéficier de la caractéristique d'une technologie décentralisée. Il y a des crypto-monnaies, donc, qui ont été créées sur la plateforme Ethereum. C'est des projets, c'est hyper intéressant justement les ICO dont on parlait tout à l'heure, qui sont donc des levées de fonds, okay, en crypto-monnaie, en Bitcoin et en Ether principalement. Ce qui est intéressant, c'est que donc, en échange de ces Bitcoins et de ces Ethers qu'on va donner donc, aux fondateurs du projet, on va recevoir en échange des tokens, ou des crypto-monnaies, des unités de la crypto-monnaie qui va servir à quelque chose dans ce nouveau projet qui est en train d'être développé. Par exemple, une crypto-monnaie,
je prends mon truc au hasard, qui s'appelle Storj, qui permet de créer une plateforme pour... c'est une crypto-monnaie Ethereum qui a été créée et qui a été collée sur la plateforme Ethereum, qui va permettre de louer ou d'acheter de l'espace libre sur l'ordinateur des individus. Et du coup, toute cette plateforme va être gérée par l'unité de compte, la crypto-monnaie Storj. Donc quand vous achetez du Storj, contrairement à acheter une action, vous achetez pas donc une action traditionnelle, vous êtes plutôt en train de prépayer le service. C'est-à-dire que vous misez sur le fait que Storj va se développer et que ça va être une plateforme qui va être très utilisée. Et donc, si vous avez beaucoup de Storj, aujourd'hui, peut-être que vous allez pouvoir les revendre plus tard à un prix intéressant si c'est un projet qui est développé. C'est un peu comme si Air France, au moment où ils se sont créés, ils ont dit, ils disaient bon bah on va lancer une levée de fonds et pour chaque 1000 €, vous allez recevoir 200 000 miles. Aujourd'hui, vous serez content parce que vous pourriez voyager partout à travers la Terre avec vos 200 000 miles que vous avez payé pour rien du tout à l'époque. Voilà, c'est la distinction aussi entre les actions traditionnelles et les crypto-monnaies qu'on peut acheter via des ICO. Merci pour ajouter. Oui, vas-y, deux choses sur Ethereum. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Ethereum il représente plus de 50% des transactions sur le marché des crypto-monnaies. C'est-à-dire que plus de 50% des transactions faites en crypto sont faites via le système Ethereum. Et ensuite, il va y avoir une nouvelle mise à jour du protocole Ethereum qui va arriver normalement d'ici le début de l'année. C'est déjà en travaux. Et ça va être, en fait, ça va passer en monnaie proof of stake. Donc au lieu que ce soit du proof of work, où ce soit les mineurs qui minent chaque transaction et qui valident la transaction, les transactions seront validées en fait en fonction des détenteurs d'Ethereum. Donc plus on détient d'Ethereum, plus on aura en fait c'est un peu comme un taux d'intérêt, donc un peu comme des dividendes. Et si par exemple on détient 10% du réseau Ethereum, on minera un bloc sur 10. Et donc on aura un reward sur un bloc sur 10, et donc ça va changer, ce sera plus du proof of work, où les gens auront besoin d'installer des machines et valider eux-mêmes les transactions. Ce sera fait automatiquement si on détient de l'Ethereum. Voilà. Très bien, parfait. Il nous reste allez, encore 1 minute, un petit jeu rapide. On va vous demander votre crypto-monnaie de préférence, un objectif de cours à horizon 12 mois, et après on passera aux questions-réponses avec le public. On commence par Franck. Plutôt Ethereum, plutôt Bitcoin, plutôt autre chose? Pour l'instant, je pense que je vois les graphes en live sur l'Ethereum. Je me focalise dessus parce que justement, je vois qu'on a les mêmes points d'ouverture de vol que septembre. Donc j'aurais tendance à dire entre 600 et 800 dans les 6 mois. Très bien, David. Donc moi, c'est le Dash. C'est une crypto qui est en fait beaucoup plus rapide que le Bitcoin. Et elle a bien augmenté parce que là, on a dépassé les 550 il y a quelques jours. Donc on a plus que doublé. Je pense qu'il y a vraiment un bel avenir devant elle. Et moi, je donnerais un objectif de cours à 850 à peu près. Benjamin. Le Bitcoin à 10 000, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi la crypto-monnaie pour l'instant de référence et sur laquelle les premiers investisseurs institutionnels, on a vu aujourd'hui un fonds qui s'est créé justement en Bitcoin, vont aller avant d'aller sur des crypto-monnaies un petit peu plus exotiques pour eux. Et pour finir, David, en quelques mots. Je sais pas, c'est difficile comme question. Bitcoin, Ether, dans tous les cas, je pense que c'est des technologies les plus intéressantes pour donner des prédictions de cours. Disons fin 2018, peut-être le Bitcoin à, je sais pas, 13 000, je sais pas. Et l'Ether peut-être autour des 600, 700, je sais pas. Non, Bitcoin, ça reste ma favorite, je pense. Bitcoin. Très bien. C'est maintenant à vous de prendre la parole. Donc vous avez des hôtesses qui sont à gauche à droite de la salle. Si vous avez des questions à poser à deux intervenants, un peu plus d'une dizaine de minutes pour vous répondre. Alors des questions. Oui, monsieur. La main au centre. Alors, il y a un micro qui va arriver. Derrière vous. C'est monsieur. Monsieur ici. Oui, j'ai pas très bien saisi quand vous avez parlé des institutionnels qui à un moment donné vont venir et quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qu'ils vont chercher, comment s'inscrivent-ils dans le processus? En fait, ils vont chercher une méthode d'investissement un petit peu alternatif. Je ne dis pas qu'ils vont mettre une somme folle dessus, mais s'ils mettent
1% de leur portefeuille dessus, le Bitcoin il peut largement atteindre les 100 000, sans souci. Si tous les institutionnels se mettent dessus, ils vont finir par pas avoir le choix parce que ça fait beaucoup de performances dans d'autres marchés qui aujourd'hui sont un peu à la peine. Et le fait que les bourses institutionnelles comme la bourse de Chicago, qui va émettre des vrais contrats régulés, autorisés par le gouvernement américain, ça va permettre justement à ces institutionnels de pouvoir investir en toute tranquillité sur les crypto-monnaies. Il y aura de plus en plus de produits proposés aussi, que ce soit des ETF, que ce soit des FCP sur le Bitcoin. Donc ça va ramener des fonds. Et on a même le JP Morgan qui était anti-Bitcoin jusque-là, qui a dit qu'ils allaient peut-être proposer à leurs clients des contrats futurs Bitcoin. Donc même des grosses banques qui étaient anti-Bitcoin se disent bon, on va pas avoir le choix et finir par aller dessus. Bonsoir, j'ai une question par rapport à la participation des institutionnels dans les monnaies décentralisées. La vraie plus-value absolue des monnaies comme le Bitcoin, c'est d'être décentralisé. Donc le fait que les institutionnels participent et qu'ils veuillent réguler ça, est-ce que c'est pas complètement paradoxal? Est-ce que la régulation, tout ça, conduire à la perte du système? Alors oui, mais après, comme je disais, c'est un investissement alternatif. Et donc le but, c'est de jouer sur la déconfiance qu'il y aurait dans les institutions classiques. Si jamais, par exemple, on a vu des États qui pouvaient faire défaut. Si demain, par exemple, la BCE ferait défaut, le Bitcoin serait une bonne alternative en fait à l'euro. Enfin, c'est vraiment des scénarios catastrophiques, mais je pense que c'est dans ce sens-là dans lequel ils vont investir. Un petit peu comme de l'or, mais en toute petite proportion. Moi, je pense pas. Je pense que plus la régulation elle sera là, plus ça donnera un... Voilà, on sait vers le marché saura vers quoi s'avancer, il saura vers où aller, et ils ne seront pas en défaut vis-à-vis de la régulation. On travaille avec les régulateurs au quotidien pour que ce soit les produits, pour essayer d'améliorer et de respecter les règles. Et donc je pense qu'il faut quand même de la réglementation dans ce milieu, et ça commence à arriver de plus en plus. Parce qu'entre 2009 au début et aujourd'hui, il n'y avait pas tous les KYC et tout ça à faire quand on voulait acheter du Bitcoin. Aujourd'hui, on va sur Coinbase, on va sur eToro, on est obligé de passer par toute l'étape KYC et de déclarer son identité, etc. etc. Donc c'est en train de se faire. Et moi, je ne pense pas que ce sera vraiment péjoratif pour l'industrie. D'autres questions? Juste un petit truc. Quand on est confronté à une nouvelle technologie qui le met en péril, en général, il y a quand même 3 étapes. La première, c'est qu'on la regarde pas du tout, on s'en fout, c'est quoi ce truc, c'est ridicule. Voilà, après, on passe justement à l'étape, c'est ridicule, ça ne marchera jamais, mais on commence à y prêter attention. Et ensuite, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe, et du coup, on essaie de la volter comme on peut. Et voilà, je pense que on essaie aussi d'en tirer profit, donc je pense que c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Après, par rapport aux régulations ou ce qui va se passer sur le Bitcoin dans les années qui viennent, je ne sais pas, je pense que le temps nous le dira. Mais en tout cas, la dynamique aujourd'hui est plutôt positive dans le monde entier. D'autres questions? Oui, alors. Une question naïve. Alors, on va vous donner un micro. On vous donne un micro, comme ça tout le monde peut entendre. Le Bitcoin, donc je dis, je fais partie des 85% de la population. Et donc, une question naïve, je m'excuse. Si moi je n'ai aucun sou et que je dis je mets 1 million de Bitcoin, qu'est-ce qu'ils peuvent me contrôler? Si vous avez aucun sou, malheureusement, vous ne pourrez pas acheter du Bitcoin. Personne ne voudra vous vendre du Bitcoin à zéro. Ah non, mais... Je n'ai pas compris, excusez-moi. Mon argent, là, il faut quand même que je mette une somme à vivre. Comment? C'est ça que je dis. Vous devez l'acheter, le Bitcoin. Vous devez le payer, le Bitcoin. Sinon, oui, vous devez le payer. Il faut payer à qui? Ah ben, au marché. Alors, vous payez aux gens qui ont du Bitcoin. En gros, si vous voulez acheter du Bitcoin, vous devez trouver quelqu'un qui vend du Bitcoin. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un particulier. qui a du Bitcoin et qui dit bon voilà, j'ai envie de vendre un petit peu, je vous le vends
à tel C'est quand prix. même pas complètement immatérialisé, puisqu'il faut quand même que je jette une somme d'argent vraie. C'est quand même pas... Bien sûr. Après, voilà, la question se pose sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Enfin, votre argent, c'est de l'argent digital aussi. C'est ce qui est dans une base de données qui est C'est-à-dire qu'il faut quand centralisée. même que je mette une somme d'argent. Ah, bien entendu, si vous voulez acheter du bitcoin aujourd'hui, vous devez passer par des monnaies fiduciaires comme nous. Ah oui, bah donc ce n'est pas complètement immatérialisé. Voilà. Alors, c'est une monnaie virtuelle, entre guillemets, mais non, enfin, il y a du fond. Aujourd'hui, produire un bitcoin, ça coûte un peu plus de 1000 euros. Voilà, quand on voit combien ça coûte pour produire 1000 euros, justement, c'est pas le même. J'achète à David, je donne à David 1000 euros et David me donne je ne sais pas combien de bitcoin. Exactement. Par exemple. Voilà, je donne l'équivalent de cette valeur-là au cours actuel. Alors, madame, vous avez également une question? Oui, justement, je voudrais juste savoir simplement qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveaux monnaies Chia. Est-ce qu'il y aura des impacts, gros impacts, ou c'est juste notre crypto-monnaie simplement? Voilà. Comment elle s'appelle la monnaie? Chia. Moi je connais pas. Ah, SIA? c'est C-H-I-A. Je suis désolé, je connais pas. Vous avez votre réponse. Dommage, apparemment c'est... Qu'est-ce que c'est? Oui, apparemment c'est un nouveau crypto-monnaie parce qu'en fait justement ça coûte très cher, ça consomme beaucoup d'argent pour créer un bitcoin. Donc c'est une autre solution apparemment. C'est une autre technique pour vérifier tous les nœuds de réseau, c'est plus simple, donc c'est moins cher et ça consomme moins d'argent. Donc pour les pays sous-développement, ça va être une solution. Et c'est pour ça que ça m'intéresse pas vraiment s'il y aura des impacts sur n'importe quel pays ou sur le marché Bitcoin. Du coup, je connais pas, je connais pas le Chia, donc j'ai pas étudié la technologie. Mais après là, on parle simplement, quand on dit que le Bitcoin c'est cher à produire, c'est vrai, mais voilà, on peut très bien utiliser la technologie Bitcoin sans avoir à créer des nouveaux Bitcoins, puisque c'est un cours de marché qu'on peut en acheter à n'importe qui et ensuite l'utiliser comme bon lui semble. Après, il y a effectivement des technologies qui sont un peu différentes, notamment déjà par rapport par exemple, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle le IOTA et qui ne se base pas sur une blockchain, mais un système de Tangle. Bon, je ne vais pas parler de ça maintenant. Pardon, c'est une question, il y a combien de types de crypto-monnaies existent dans le marché? Il y en a des milliers. 1000? Des milliers, ouais. Okay. Et il y en a de plus en plus tous les jours. En fait, c'est très simple de créer une crypto-monnaie. Vu que c'est des systèmes qui sont complètement transparents, vous allez chercher le code du Bitcoin, vous faites copier-coller, vous l'appelez ce que vous voulez, et vous avez une crypto-monnaie. Après, voilà, pour qu'elle ait une certaine valeur, une certaine utilité, c'est une autre question. Autre question? En Chine. Oui, bonjour. J'ai 2 ou 3 questions, s'il vous plaît. Je souhaite savoir qu'est-ce que ça veut dire Litecoin par rapport à Bitcoin. C'est quoi la différence? Ça d'abord. J'ai une deuxième question concernant des sociétés qui investissent dans le Bitcoin. Comme par exemple, il y a une société basée en Allemagne qui s'appelle Bitcoin Group, qui est cotée sur la côte en Allemagne. Et je souhaite savoir le fonctionnement de cette entreprise. Si on investit dans cette entreprise, est-ce que ça évolue avec le Bitcoin ou ça évolue différemment? Donc voilà, j'aurais ces deux questions à savoir comment on pourra investir dans une société qui investit dans le Bitcoin et comment on pourra investir par exemple dans Litecoin par rapport au Bitcoin. Alors, des réponses rapides si vous voulez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, pour la deuxième partie de la question, je vais essayer de vous donner des indicateurs que les professionnels vont utiliser. C'est essayer de voir quel est le bêta en fait entre le cours de cette entreprise et le cours du Bitcoin. En gros, quand l'entreprise a pris 1 euro, combien d'euros a pris Bitcoin? Un petit peu, c'est sur ça qu'on va regarder et ça va vous donner un peu une échelle de l'impact du prix du Bitcoin sur cette entreprise qui investit sur le Bitcoin. Vous avez plein d'indicateurs après qui peuvent vous aider, mais commencer par le bêta, c'est ce qui me paraît le plus simple. Et du coup, pour le... Ouais, et pour le Litecoin, le Litecoin c'est une grosse crypto-monnaie aussi qui ressemble énormément au Bitcoin. Elle présente les mêmes caractéristiques. C'est intéressant puisque
elle est un peu vue comme une sorte de blockchain test par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire que quand il y a des améliorations de protocole qui sont pensées pour Bitcoin, en général, elles vont être implémentées sur le Litecoin avant. Ça a été le cas pour Segwit, par exemple, qui a été testé sur le Litecoin avant d'être implémenté sur le Bitcoin. Mais voilà, ensuite, c'est assez similaire en termes de fonctionnement par rapport au Bitcoin sur le Litecoin. Donc je pense pas que le Litecoin, si la question c'est ça, je pense pas que le Litecoin prenne le dessus sur le Bitcoin aussitôt. D'autres questions? Oui. À ma connaissance, il y a quelques années, Amazon avait déclaré s'intéresser au Bitcoin et 6 mois plus tard, ils ont déclaré fermer le dossier et ne pas s'y intéresser. Est-ce que vous pouvez commenter ce point? Je parlais des institutionnels. Bah là, moi, ce que j'ai lu, en tout cas, j'ai vu que Amazon, ils avaient déposé plusieurs noms de domaines dans la crypto. Ils ont déposé Ethereum Amazon, je crois, cryptocurrencies, Amazon cryptocurrencies, et ce genre de choses. Et donc, c'est de moins en moins une rumeur et c'est de plus en plus une réalité, comme quoi, ce qui paraît, d'ici pas très peu de temps, Amazon risque d'accepter les cryptos, en tout cas le Litecoin et Bitcoin sur sa plateforme. À ce que j'en ai compris, moi. Alors, monsieur derrière. Juste, je voudrais revenir sur la bulle Bitcoin. Je ne vois pas exactement ce qui vous fait dire que c'est pas vraiment une bulle, parce qu'on parle de volatilité. Et qui dit volatilité dit du gain, mais aussi beaucoup plus de risque. Du coup, qu'est-ce qui vous fait dire que ça penche plus d'un côté que de l'autre? Moi, je dirais le premier indicateur fondamental qu'on va avoir dessus et qui est concret, c'est tout simplement les volumes qui sont engagés sur le Bitcoin et l'intérêt croissant qu'il y a pour cette crypto-monnaie. La preuve, cette année, c'est la première fois qu'on en parle des crypto-monnaies à l'actionnariat, donc c'est qu'il y a un public qui s'intéresse. Et comme je vous ai dit, alors, c'est pas vraiment des dividendes, mais il y a des récompenses à détenir du Bitcoin, et ce qui veut dire que son prix de 8000, il y a d'autres choses en fait à voir si vous regardez un petit peu au niveau des forks. En fait, à chaque fois que le Bitcoin va se séparer, vous allez obtenir des sortes de rewards qui font que le Bitcoin a une valeur un peu plus importante que juste son prix. Monsieur? Oui. J'aimerais connaître vos conseils pour les nouveaux utilisateurs qui n'ont jamais investi sur le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Faut aller sur eToro. Alors, de manière très brève, si vous Ouais. Mon conseil déjà, c'est de s'informer le plus possible. Donc, l'information, par exemple, rendez-nous visite au 35 rue du Caire, à la maison du Bitcoin, où on prendra du temps pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vraiment s'informer sur comment on investit dans les crypto-monnaies, pour justement ne pas être amené ensuite à paniquer quand il y a des petites périodes de baisse ou des choses comme ça. Ensuite, c'est d'avoir vos crypto-monnaies sur des portefeuilles que vous contrôlez, comme le Ledger Nano par exemple, et pas de laisser, ne pas laisser vos fonds sur une place d'échange, parce que c'est pas ce qui se fait il y a beaucoup de places d'échange qui ont été hackées dans l'histoire du Bitcoin, et donc rien n'empêche un hack d'avoir lieu à nouveau. Donc voilà, c'est principalement s'informer au maximum. Pas sauter sur le premier truc qui nous propose d'acheter du Bitcoin via leur service. Et voilà. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose, parce que tu parles de hack des plateformes de trading, mais il n'y a pas que les plateformes de trading qui sont hackées, parce que quand tu vois Parity par exemple, ça s'est aussi fait. Enfin, il y avait aussi un bug et c'était pas par exemple une plateforme de trading. Bien sûr. Donc regardez ces crypto-monnaies sur les portefeuilles dont on contrôle les clés. Voilà. Monsieur? Moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur la fiscalité des bitcoins. Est-ce que c'est taxé comme des actions? Ouais. Alors ça va être taxé comme sur l'impôt sur le revenu, mais il n'y a pas de TVA en tout cas en France lié au Bitcoin. Après, tu payes le BNC ou le PIC en fonction du nombre de gains que tu fais. Et si tu as plus de 1,5 million, il faut le déclarer dans le patrimoine. Ta valeur en crypto-monnaie, que ce soit de l'Ether ou du Bitcoin. Et par exemple, si je fais un achat sur Amazon, ils autorisent les bitcoins. Du coup, j'ai pas un impôt, je paie une taxe sur la plus-value quand je fais un achat en bitcoin. En général, oui. C'est ce que la loi veut. Maintenant, est-ce que tu vas vraiment déclarer tous tes achats en bitcoin? Voilà, c'est comme si tu achetais. Comme si tu achètes une télé sur internet et que tu la revends un peu plus tard. Normalement, tu es censé déclarer ta plus-value, tu vois. C'est pareil pour le bitcoin, c'est-à-dire que si tu l'as acheté à 200 et qu'aujourd'hui tu achètes quelque chose qui vaut 300 et que ça t'a coûté
Voilà, tu dois payer la différence normalement. Maintenant, chacun est libre de faire comme il veut. C'est important. Bon, vous avez quand même à rester dans la légalité, quand même. Peut-être une dernière question pour conclure. C'était la même question, mais avec un complément. Est-ce qu'on connaît les flux qui sortent de ces crypto-monnaies? Qu'est-ce que font les gens de leur plus-value? Est-ce qu'ils transforment dans d'autres crypto-monnaies ce qui alimente la hausse des autres cryptos? Ou est-ce qu'ils achètent des monnaies classiques, font des achats sur classiques, par exemple, comme Amazon? Ça c'est compliqué à dire. Enfin, dans tous les cas, il y a énormément d'argent spéculatif dans les crypto-monnaies aujourd'hui. Donc il va y avoir des mouvements quotidiens entre le bitcoin, d'autres crypto-monnaies, entre les crypto-monnaies, etc. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu en ce moment sur les derniers mois avec les fonds qui sont rapatriés sur le bitcoin. Et là maintenant avec justement sur le coup du bitcoin, avec sûrement des fonds qui sont allés sur l'Ether ou des crypto-monnaies comme cela. Ensuite voilà, si on regarde le bitcoin, par exemple, le volume sur 24 heures, c'est un peu plus de 2 milliards d'euros. Donc voilà, c'est des gens qui vendent, qui achètent, qui vendent, qui achètent, qui vendent, qui achètent. Enfin, alors, le temps malheureusement nous presse. Je vous invite peut-être à poser des questions juste en privé aux intervenants, juste à la fin, parce que là on va devoir libérer progressivement la salle. Je vous remercie en tout cas d'être venus nombreux pour assister à cette conférence et je vous souhaite de passer une bonne soirée.